Bonjour à tous. Pendant 45 minutes, on va parler de l'évolution d'une stack basée sur Kubernetes. Je m'appelle Mathieu Herbert, je travaille chez Talen. J'ai commencé déjà par vous raconter ce que c'est Talen et l'histoire qu'il y a autour de la société, qu'est-ce qui nous a amené à aller sur Kubernetes. Donc Talen, c'est une société qui a été créée en 2005. À l'origine, c'était un éditeur qui faisait un ESB ETL sur du on-prem. Donc nos clients installaient le software chez eux, tout un tas de composants. Et du coup, c'était ce qu'on appelait à l'origine un éditeur on-prem. Bon, il y a eu toute la mouvance cloud qui est arrivée dans les années 2010, un peu après. Et dans l'année 2014-2015, il a été décidé de bouger sur du cloud, donc de faire une migration on-prem to cloud. En deux temps, déjà en proposant des produits sur le cloud, et dans un deuxième temps, de migrer nos clients existants sur le cloud. Le but à terme, c'est d'avoir tous les clients uniquement sur le cloud et de supprimer la partie on-prem. Pour faire ça, il y a une première application qui était déjà existante on-prem, qui a été bougée sur le cloud sur des VM. Et puis aussi, on a créé quelques applications cloud native qui étaient directement sur le cloud, sur des conteneurs ECS. Aujourd'hui, la stack est totalement sous Kubernetes. Ça, c'est quelques chiffres que j'ai sortis. On a une stack avec un peu plus de 1000 nœuds Kubernetes en production, à peu près 18 000 pods. Alors, c'est assez fluctuant en fonction de la charge. Parfois, on va être à 17 000, parfois à 25 000. Ça va dépendre de ce qu'on fait dessus. Des requêtes qui arrivent, à peu près 650 requêtes secondes. Alors, nous, vu ce qu'on fait, on a un éditeur autour de la data. Et on fait des traitements notamment pour nos clients. Donc tout n'est pas lié à des requêtes, il y a beaucoup de traitements qui sont pas forcément liés à des requêtes, des batchs qu'on fait tourner. Et on est sur deux cloud providers, Amazon et Azure. Et j'y reviendrai un peu autour de ça parce que ça a une incidence aussi sur le choix de Kubernetes. Donc là, on va revenir vers le passé. On va choisir la date, l'année 2018 pour démarrer l'évolution de la stack. Et on va aller année après année voir tout l'outillage qu'on a mis autour du cluster Kubernetes pour comprendre comment est-ce qu'on opère aujourd'hui nos clusters. Donc 2018. 2018, à ce moment-là, on a nos applications qui sont plutôt sur ECS. Donc ECS, c'est l'outil de conteneur managé sur Amazon. Et on fait le choix de targeter Kubernetes à partir de 2018 et surtout aussi dans les années à venir. Ce choix-là, on le fait pour deux raisons. Le premier, c'est qu'on sent que nos clients souhaitent qu'on propose deux cloud providers dans les années à venir. On a des clients qui sont dans des secteurs de marché concurrentiels à Amazon, donc ils ne veulent pas qu'on soit hébergé que sur Amazon. Donc on target une architecture multi-cloud. Et ça, la promesse de Kubernetes, c'était vraiment de se dire, on fournit un orchestrateur de conteneurs que vous installez où vous voulez, et dessus, l'interface est la même. Deuxième point, c'est que l'écosystème Kubernetes en 2018 était grandissant, et vraiment, vraiment grandissant. Donc il y avait tout intérêt à prendre le wagon à ce moment-là pour bénéficier de toutes les nouveautés. Et aussi en termes d'humains, moi ça m'intéressait d'aller sur Kubernetes. Je voulais apprendre ce que c'était Kubernetes, comment monter un cluster, comment installer des composants, comment opérer en production. Et c'était le cas dans l'ensemble des équipes. Donc c'était motivant aussi pour nous de faire cette migration. Donc on choisit d'aller sur Kubernetes 2018. La stratégie qu'on a, c'est d'installer nos propres clusters. On installe nos propres clusters avec Kuspray. Kuspray, c'est des rôles Ansible. Ça existe toujours d'ailleurs. La volonté de Kuspray, c'est on vous fournit des rôles Ansible pour installer l'ensemble des composants de Kubernetes. Donc l'API server, le kube controller manager, le scheduler, les kubelets, le kube proxy, les nœuds etcd. Comment tout ça dialogue ensemble avec la gestion des certificats et tout. Et ça, vous pouvez l'installer sur Amazon, sur Azure, sur GCP, sur du on-prem. On parle là-dessus parce que déjà, les clusters managés n'étaient pas forcément très matures à ce moment-là. Par exemple, EKS donc le cluster managé Kubernetes d'Amazon devient GA que 2018 et on sentait que c'était pas encore très ready pour de la prod. Et Kuspray, parce que Ansible, nous c'était une technologie qu'on aimait bien,
et on sentait que ça allait bien, ça matchait bien avec les compétences qu'on avait en interne. Le choix pour aller sur Cube, ça a été de partir sur une nouvelle application. Donc il y a eu une nouvelle application qui se créait. Cette application, elle n'était pas ce qu'on peut appeler business critical, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grosses attentes clients sur cette nouvelle application, ce qui a permis que nous, on pouvait se concentrer sur l'infrastructure, essuyer les plâtres en termes d'infrastructure, sans forcément impacter trop le business de la société. Donc voilà, là on part sur CubeSpray, on démarre avec une nouvelle application, on travaille énormément avec les développeurs pour comprendre comment monter cette application sur Cube. Et puis on se rend compte qu'il faut installer tout un tas d'outils. Cube c'est pas magique, ça fait pas tout. C'est un orchestrateur de conteneurs. Et c'est tout. Donc on installe toute une liste d'outils autour de ça. Le premier, et le choix qu'on fait, qui est encore présent, c'est d'installer nos applications via des Helm-charts. Donc Helm, c'est un template pour installer des objets Kubernetes. C'est ce qu'on appelle un package manager pour Kubernetes. Donc vous définissez un template d'objets dans Cube avec tout un tas de variables. Vous buildez votre Helm-chart et vous l'installez. Vous allez faire Helm install mon application et l'ensemble de mes valeurs custom à mon environnement. On choisit aussi d'aller sur la partie Helm-chart qui s'installait à ce moment-là avec Tiller parce qu'on pouvait bénéficier de toute une registrie. Cette registrie, elle permettait d'installer tout un tas d'outils et tous les outils que je vais vous montrer après étaient installés via des Helm-charts. Grosso modo, on n'a fait que des Helm install sur nos clusters pour installer l'ensemble des briques après. Et ça nous permettait de se baser sur une base existante qu'on n'avait pas besoin de tout réinventer. Le choix structurant aussi qu'on fait autour de ça, c'est d'aller vers la philosophie You build it, you run it. À l'origine, c'était les équipes infrastructure, les équipes SRE qui créent les objets sur Amazon pour les conteneurs ECS. Et là, on fait le choix de donner les Helm-charts aux équipes produits en les accompagnant, en leur disant maintenant c'est vous qui allez écrire vos Helm-charts, c'est vous qui allez définir vos objets Kubernetes, et nous on va vous accompagner, on va vous fournir les outils de monitoring, on va vous fournir l'expertise, mais c'est vous qui allez être responsable de l'écriture des Helm-charts et du déploiement de vos applications sur nos clusters. Donc ça c'est le premier outil, les Helm-charts. On crée une petite brique Ansible au-dessus pour automatiser 2-3 choses, notamment toutes les valeurs qui étaient en secret, aller les dévolter et les installer avec les Helm-charts. Et ça, j'y reviendrai un peu après. Deuxième outil, il faut monitorer nos applications. Parce que Kubernetes ne le fait pas pour nous. Donc on choisit un outil de monitoring, Prometheus, et un outil de visualisation, Grafana. Pourquoi Prometheus ? Déjà parce qu'on l'utilisait un petit peu, avant on avait des VMEC2, on utilisait un peu Prometheus pour monitorer nos VMEC2, mais c'est surtout qu'il fournissait une intégration très avancée avec Kubernetes. Pour ceux qui l'utilisent, dans Prometheus, il va vous découvrir vos pods. Alors bien sûr, il faut lier avec l'API Kube, mais on va pouvoir découvrir les pods, les services et tout un ensemble d'objets liés à Kubernetes. Grafana, avec les Kubernetes Mixin, arrive avec tout un tas de dashboards aussi préfaits. Donc vous allez pouvoir monitorer vos clusters, voir les ressources utilisées par vos pods dans des dashboards déjà tout faits avec Grafana. Et on utilise le Prometheus Operator. Le Prometheus Operator, c'est quelque chose qui a été développé par CoreOS. C'est un opérateur Prometheus pour Kubernetes. Donc vous allez installer un composant avec le composant Prometheus Operator avec un Helm-chart. Et derrière, ça va vous permettre de créer tout un ensemble de custom resource definition. Je vais vous prendre deux exemples. Vous allez avoir dans Kubernetes un objet qui va s'appeler Prometheus Cluster. Donc je vais faire un kubectl apply d'un objet de type Prometheus Cluster. Je vais lui donner quelques paramètres et ça va me créer tous les objets Cube à l'intérieur pour avoir un Prometheus Cluster up and running. Et là, je vous donne un second exemple, c'est une alerte Prometheus. Donc ici, je définis une alerte Prometheus donc de type Prometheus Rule dans mon cluster. Je lui donne quelques labels. Ça, j'ai pris ça sur un site d'exemple. Et derrière, ici, je mets c'est quoi mon alerte. Donc là, l'expression c'est vecteur 1. En gros, elle sera toujours en train de sonner. Ces alertes-là,
on les met dans les M-charts. C'est-à-dire que les équipes produits, à ce moment-là, elles deviennent autonomes pour créer leurs propres alertes en même temps que de déployer leurs applications. Et là, ça commence à vraiment devenir intéressant, c'est que tout le monde aujourd'hui peut créer des alertes sur nos clusters. Donc ça, c'est pour la partie monitoring. Il nous faut aussi un ingress controller. On voulait que nos services soient exposés à l'extérieur. Et du coup, il nous faut un ingress controller qui gère l'arrivée des requêtes entrantes sur le cluster. On choisit Traffic. Alors Traffic, en tant qu'ingress controller, à l'époque c'était la V1 de Traffic, on a fait la migration V2 depuis. Pourquoi Traffic? J'aimerais dire qu'on a fait un gros design dessus, mais c'est pas vrai. En fait, on l'a installé un soir, on s'était dit en 10 minutes on l'avait installé, ça marchait. On s'était dit cool, on va l'utiliser, en plus c'est français. Clairement aujourd'hui on fera un design beaucoup plus gros, mais à ce moment-là, voilà, il fallait qu'on installe pas mal de choses, et puis ça nous plaisait bien, et en plus, comme je l'ai dit, c'est français, donc c'est top. Et on regrette pas du tout le choix. Et puis il nous faut gérer la centralisation des logs sur le cluster. On avait déjà une stack ELK existante, donc Elasticsearch, Logstash, Kibana, en partie déployée sur nos clusters ECS, et Elasticsearch géré sur Amazon avec le service manager. Nous, ce qu'on fait très simplement, on installe le chart FileBit. FileBit, c'est le composant qui va venir extraire les logs des machines virtuelles et l'envoyer sur les Logstash. Donc nous, FileBit, on installe le mchart. Derrière, ça déploie un daemon set. Ça va être un pod sur chaque nœud. On le configure juste pour scraper l'ensemble des logs de chacun des conteneurs, plus 2-3 fichiers de logs sur les VM qui nous intéressent, notamment pour l'audit de sécurité. Et c'est tout. Donc là, avec ces outils, je suis capable de déployer mes applications, de monitorer mes applications, d'avoir du flux entrant sur mon cluster et de centraliser les logs. Donc là, on commence à avoir la base nécessaire pour opérer nos applications. Dernier outil qu'on installe, c'est CubeOfView. Alors c'est un outil qui peut faire, voilà, qui est très simple, mais ça nous permet vraiment d'avoir une visualisation sur nos clusters de manière assez facile, assez visuelle en tout cas. À ce moment-là, on n'avait pas trop de maturité sur quand il y avait une alerte, qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement. Avec ça, on pouvait le voir. Donc ici, on a l'ensemble des nœuds cubes, l'ensemble des pods, ça c'est les petits carrés verts. Ils sont verts quand il n'y a pas de problème, ils sont jaunes quand ils sont en train de démarrer, et rouges quand il y a un problème, donc très visuel. Et ça a seulement 3 features, donc la recherche, le tri et la gestion des couleurs, c'est tout. Donc très simple, vraiment très simple, mais très visuel, et ça nous a servi pendant à peu près 3 ans, il me semble. Bon, à la fin de cette année-là, on a quand même des limitations, et la principale vient autour du choix de l'outil pour installer les clusters Kubernetes. Ce qu'on avait, c'est que du coup, on avait KubeSpray qui venait déployer les composants à l'intérieur de Kube. Nous, on installait via Terraform les VM sur Amazon. On avait un peu de customisation autour des VM, notamment pour l'installation des clés SSH et tout. Mais au final, on devait tout faire nous-mêmes. Parce qu'il fallait quand même comprendre comment s'installer un API server, comment gérer les certificats avec les nœuds etcd, comment installer les nœuds etcd. On avait fait une migration majeure entre la 1.10 et la 1.11 de Cube. Là, il fallait comprendre l'orchestration autour d'une mise à jour majeure, qu'il fallait mettre à jour les nœuds etcd en premier. Donc il fallait savoir faire des rotations autour des nœuds etcd, faire la même chose sur les nœuds master, faire la même chose sur les workers. Il n'y avait pas d'autoscaling. Donc voilà, très très complexe. Ça demandait beaucoup de connaissances. Ces connaissances, elles étaient intéressantes. On a énormément appris sur le fonctionnement d'un cluster Kubernetes, mais c'était très coûteux en termes de temps. C'était vraiment vraiment coûteux en termes de temps, à la fois pour designer et mettre en place les opérations, et aussi pour exécuter les opérations. Et ça, on sentait que le cluster grossissait, qu'il fallait qu'on embarque l'ensemble des applications Talend dessus, et ça allait être ingérable. Et ce temps, on ne le prenait pas pour optimiser nos applications et améliorer le monitoring. Donc les limitations, des opérations complexes, coûteuses, et puis en termes de développeur expérience, et j'y reviendrai un peu plus encore après sur la développeur expérience, à ce moment-là, pour faire un kubectl sur le cluster, il fallait le faire à travers un bastion SSH, donc il fallait configurer son SSH sur son poste pour faire un SSH proxy, et ensuite pouvoir faire un kubectl. Moi j'étais du monde SRE, ça allait, mais quand vous avez pas mal de développeurs,
où c'est pas le cœur de métier, bah, c'est vite complexe et on fait vite fait beaucoup de support et la développeur expérience était assez limitée dessus. Surtout qu'on avait la volonté que chaque équipe produit était capable d'aller déployer et monitorer son application sur Cube. Donc là, on avait vraiment une très très grosse limitation. Donc 2019, on a choisi de faire un pivot autour de ça et d'utiliser EKS. EKS devenait JA, était JA depuis 6 mois. On se dit il faut qu'on y aille. On n'a pas encore beaucoup d'applications sur les clusters et si on y va au bon moment, on va pas avoir une dette immense à payer en faisant la migration. Donc on décide d'y aller, on installe les premiers objets Terraform sur EKS pour installer EKS. On migre nos applications et c'est bon. Aussi cette année-là, on passe d'une application à l'ensemble des applications Talend sur les clusters. C'est-à-dire qu'on embarque toutes les équipes produits à aller sur Kubernetes et on fait énormément de support pour aider les applications à migrer, qui ne perdent pas en performance, qui ne perdent rien en monitoring ni en reliability. Et le gros changement, c'est que l'architecture multi-cloud qu'on visait en 2018, on la déploie en 2019. Donc ça, c'est le communiqué de presse qu'on a fait pour la sortie de Microsoft de Talend Cloud sur Azure. C'est-à-dire que mi-2019, Talend Cloud est déployé à la fois sur Azure et sur Amazon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé toutes les applications sur Kubernetes, sur Azure. Donc l'ensemble des applications, là, à ce moment-là, sont sur Kube, sur Azure. Et derrière, ce qui a été fait, c'est qu'on déploie nos clusters EKS via Terraform. On a du code spécifique Terraform, bien entendu, parce que Terraform n'est pas cloud agnostique en termes de code. On a du Terraform pour déployer nos clusters AKS. Et la promesse de Cube d'avoir une abstraction, peu importe le cloud provider où est-ce qu'on est, on l'a fait comme ça, c'est-à-dire que tous nos M-charts, ils sont déployés à la fois sur Amazon et sur Azure. Tous nos middleware qu'on a installés, je vous ai parlé de Prometheus, de Traffic, de Filebit, on est capable d'installer ces mêmes M-charts sur les deux cloud providers. Là où on a des changements, parce qu'il y en a quand même, il ne faut pas se dire que tout est vraiment agnostique, on a des changements, on a des différences, vont se trouver surtout au niveau des PVC. Là, vous allez avoir des storage classes spécifiques Amazon et Azure. Et aussi quand vous avez 2-3 intégrations, notamment si vous avez des intégrations avec S3 ou des choses comme ça, là il va y avoir des choses spécifiques. Mais aujourd'hui, l'ensemble de nos applications, c'est le même M-chart qui est buildé, peu importe le cloud provider. Pour la petite histoire, passant de CubeSpray à EKS, ça a été top, notamment en termes d'objets Terraform, de simplifier le code Terraform pour avoir que très peu d'objets pour installer nos clusters Kubernetes. Après, il faut faire gaffe aux opérations. Par exemple, on a déjà détruit un cluster en prod en lisant mal le Terraform plan. Ça arrive. Mais voilà. Du coup, on a aussi amélioré nos process autour de ça. 2019, on continue aussi à envoyer des workloads plus complexes sur Cube. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de Prometheus. Prometheus, c'est vraiment top, mais le stockage est sur disque. Donc, on avait une rétention qui était assez faible. On décide de passer sur Thanos en plus, pour avoir du stockage objet, et du coup d'avoir une rétention beaucoup plus longue. Et l'avantage, c'est qu'en termes de reliability, si on perd les PVC Prometheus, on n'a pas trop de, on perd 2-3 heures de rétention, c'est tout. Et on commence à mettre un premier backend sur Cube, donc c'est Zookeeper. Donc c'est le premier backend qu'on met avec de la donnée client sur Kubernetes. C'était pas le plus critique, mais bon voilà, fallait pas perdre la donnée. On le met sur Kubernetes, on apprend à gérer des PVC, des stateful sets sur Cube. Parce qu'avant on en avait quand même pour Prometheus, mais c'est pas pareil entre gérer la donnée de monitoring et de la data client. On essuie un peu les plats sur des environnements de dev, mais derrière, on n'a jamais eu de vrais problèmes en production liés au fait qu'on a installé Zookeeper sur Kubernetes. Ça s'est plutôt bien passé. On a vraiment pris le temps de maturer ça sur des environnements de dev et de pré-prod pour s'assurer qu'on savait bien le maintenir. On a toujours des limitations en 2019. C'est que, je vous ai dit que on voulait vraiment faire du ubuild to run it. Les équipes produits écrivaient les M-charts, mais on se rendait compte qu'un déploiement, c'était quasiment tout le temps un SRE qui le faisait. Alors pourquoi ?
Je vous ai raconté tout à l'heure qu'on avait mis au-dessus du Helm, on avait mis une couche Ansible pour venir orchestrer un peu le déploiement de plusieurs M-charts, aller dévolter des values. Bon, c'est moi qui ai eu cette idée-là, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue ce jour-là, parce que finalement, on était en push mode, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on pousse quelque chose sur le cluster. On avait fait une brique Jenkins autour de ça, mais c'était dur à maintenir. C'était vraiment très dur à maintenir. Ça tombait assez souvent, il fallait réparer. Et du coup, bah, ça faisait que quelqu'un faisait les déploiements. Et puis comme Ansible, c'est quand même un outil d'infra, hein, c'est pas si simple d'installer Ansible. Il faut un VEnv, il faut c'était les accès au cluster et tout. Donc finalement, les SRE le faisaient. Donc on avait vraiment cette limitation-là que le goulet d'étranglement des déploiements, c'était chez les SRE. Et du coup, le mode CD, le mode You Build It, You Run It, bah, on oublie un petit peu. Il fallait vraiment qu'on change ça. 2020, on s'intéresse à ce problème-là et on a décidé de changer de pattern en passant du mode push avec Ansible à un mode pull avec la partie GitOps. Alors la promesse de GitOps, c'est l'état de votre repo GitHub, c'est l'état de votre infra. Et vous allez avoir une brique qui va venir synchroniser l'état de votre repo de GitHub avec l'infrastructure déployée. Pourquoi est-ce qu'on choisit ça? Bah en fait, Git, c'est quand même l'outil que tout le monde utilise. Nous, chez nous, tout notre code source est sur GitHub. Que vous soyez dev, testeur, manager, SRE, vous devez savoir utiliser GitHub. Et du coup, si demain on vous dit l'update de votre application, c'est juste un changement de version dans un fichier YAML dans Git, à peu près tout le monde doit savoir le faire. Et en plus, Flux, on choisit d'utiliser Flux. Bah, c'est pas une brique qu'on maintient nous. Enfin, on maintient le déploiement, on maintient le monitoring, on maintient les changements de version. Mais derrière Flux, c'est une communauté qui va venir mettre à jour cet outil, qui va venir améliorer l'outil, ajouter de nouvelles features. Et donc c'est pas tout un tas de code qu'on va venir maintenir pour aller déployer nos applications. C'est vraiment une brique qu'on utilise. Et donc l'ensemble des deux fait que on commence à faire des déploiements en production seulement en mergeant une PR dans GitHub. Et là, tout le monde sait le faire. On a vraiment des équipes produits qui commencent à déployer leurs applications toutes seules. Et on a vraiment levé un bottleneck autour de ça. Et ça a vraiment changé la façon de voir les déploiements. Alors bien sûr, on a mis des process. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de déployer. Il faut avoir une certaine expérience, une ancienneté, il faut savoir ce qu'on fait. Mais demain, vous arrivez dans nos équipes, au bout de quelques mois, vous devriez avoir les droits pour pousser en production. On continue de bouger des services d'ECS. Il nous restait encore un bout de services dans ECS sur Cube, notamment nos Logstash, qui était encore sur ECS. Notre outil de tracing Zipkin, je vais revenir un peu plus tard sur l'outil de tracing. Et à la fin de cette année-là, on supprime nos clusters ECS. Donc là, full Kubernetes en 2020. 2021, développeur expérience. Si vous aviez un problème sur vos pods, si vous trouvez que votre déploiement était un peu long, bah la seule façon de le voir, c'était soit KubeOfView, soit faire du kubectl. Nous, notre idée, c'était que il fallait qu'on ait un outil graphique accessible à tous pour voir l'état de son application, et pas que l'état de monitoring, mais aussi pour interagir avec les déploiements, avec les logs, faire des execs dans les pods, enfin tout ce que vous pouvez faire avec kubectl, l'avoir via une UI. Et le but, c'est vraiment d'éliminer la marche que vous avez besoin de franchir, pour être capable d'opérer votre application en prod. On a trouvé Rancher. Enfin, on a vu plein de meet-up autour de ça, on trouvait ça cool. Et on s'est dit, bon, on va le tester, on va voir si ça répond à notre besoin. Donc on a déployé Rancher, on l'a intégré sur nos clusters, on l'a configuré pour qu'il ait un accès via Okta. On a un portail Okta chez nous, où vous avez l'ensemble des applications que vous pouvez avoir accès. En fonction des droits, vous avez accès qu'à certains clusters, vous avez accès en read, vous avez accès en read-write, et donc là, ça commence à devenir super facile à aller voir comment sont vos pods de votre application. Et à ce moment-là, on s'intéresse vraiment à la partie développeur expérience, et il y a pas mal d'outils, il y a 2-3 outils que je vais montrer après, où c'est vraiment axé développeur expérience, simplifier l'interaction des développeurs autour de l'infrastructure.
on décide de migrer deux autres backends sur Cube. Donc on l'a fait avec Zookeeper un an avant, quasiment 2 ans avant. On sent qu'on a gagné en maturité. On sent que c'est plus facile d'aller gérer des backends sur Kubernetes que sur des VM, parce que les VM, il faut les gérer et ça prend du temps. On migre des clusters etcd. Alors, c'est pas ceux qui servent à gérer Kube. On a d'autres clusters etcd pour nos applications. Bon, on migre ces clusters etcd de VM à des pods Kubernetes avec une migration sans downtime via une copie des données entre le cluster sur des VM en direction du cluster sur Cube. Ça se passe super bien. On en profite pour faire des montées de version. On en profite pour supprimer nos jobs de backup qui allaient backuper des disques. On passe plutôt à un backup au niveau etcd lui-même. Donc on simplifie notre backup et on le fiabilise. Et la deuxième migration qu'on fait, et qui n'est pas tout à fait terminée aujourd'hui, c'est Streamzy. On avait des clusters Kafka qui étaient sur des VM. Pareil, on commençait à trouver ça compliqué à gérer des clusters Kafka sur des VM. Enfin, c'est pas compliqué, hein, mais c'est plus compliqué à le faire sur des VM que sur un cluster Cube. Il y a un opérateur pour Kafka qui existe qui s'appelle Streamzy, qui est intégré à la CNCF. Et la promesse de Streamzy, c'est que vous installez l'opérateur et derrière, si vous voulez créer un nouveau cluster Kafka, vous créez un objet Kafka dans Cube avec un nom, 2-3 paramètres, notamment la version, le nombre de réplicas. Alors là, c'est un exemple que j'ai pris, donc il y a un seul réplica, mais pour en mettre 5 par exemple, nous c'est ce qu'on fait. Des listeners. Donc là, par exemple, là, ils ont activé le TLS. Vous avez tout un tas de features de sécurité autour de Kafka qui est apporté par Streamzy, qui peuvent être compliquées à mettre en place sur des VM. La configuration. Derrière, vous avez aussi la configuration pour Zookeeper, parce que Streamzy gère Zookeeper. Et puis, ça déploie tous les objets Cube, les déploiements, les pods, les ingress si vous les avez configurés. Voilà, tous les objets Kubernetes nécessaires pour faire tourner un cluster Kafka sont dans cet objet fourni par Streamzy. De même, si vous voulez créer un topic, vous créez un objet Kafka topic et ça vient créer le topic pour vous dans le cluster Kafka. Donc super simple, vous n'avez que ça à gérer. Et ça, du coup, finalement, nous, SRE, c'est super simple de gérer des clusters Kafka. C'est super simple d'ajouter, d'aller modifier des topics parce que c'est que des objets sur Cube. Et après, c'est Streamzy qui fait ça pour vous. Donc, on choisit de faire cette migration-là. Et cette migration est toujours en cours d'ailleurs. On est en train de la finir parce que c'est assez long de migrer l'ensemble des clusters. Et en plus, ça vient avec tout un tas d'objets de monitoring, d'alerte Prometheus, de dashboard Grafana sur les topics, sur les clusters, sur la synchronisation des partitions dans les topics, qui nous ont aussi fait monter d'un cran en termes de monitoring. Alors ça par contre, ces deux backends là, on a été capable de les opérer sans problème en prod. C'est parce que, à mon sens, c'est qu'on a aussi gagné en maturité avec Zookeeper, quoi. Si on avait décidé directement dès le début de Cube d'envoyer tout ça sur Kubernetes, je pense qu'on serait... Enfin, je serais pas là pour en parler, quoi. On aurait eu pas mal de problèmes de prod, beaucoup plus que ce qu'on a eu. 2022, donc cette année. On a changé notre outil de tracing. Et là encore, ça a été pour une histoire de développeur expérience. Notre idée, c'était de diminuer le nombre d'outils nécessaires pour aller opérer son application. Donc, on avait Rancher, on avait Grafana, on avait Zipkin. Zipkin, c'est un outil de trace. On décide de supprimer Zipkin et de passer sur Grafana Tempo. Grafana Tempo, ça vous permet de faire ça. Donc là, j'ai une requête. La requête passe sur un ensemble de services, de back-end de données, et vous voyez le temps que ça passe à chaque fois. Jusque-là, rien de plus que Zipkin. Il y a une feature en plus qui est la recherche. Il y a de la recherche beaucoup plus avancée sur Tempo que sur Zipkin. Mais le gros avantage pour nous, c'est que c'était dans Grafana. Donc ça veut dire qu'on supprime un outil, et dans Grafana, on pouvait avoir accès à nos traces. L'autre intérêt, c'est ça. C'est qu'on est capable de faire des dashboards dans Grafana multisources. Donc là, dans mon même dashboard, j'ai des traces. Là, j'ai des logs parce qu'on a aussi la capacité de voir nos logs dans Grafana. Et je peux avoir mes métriques juste dessous. Donc je vais pouvoir faire un dashboard vraiment multisource. Et pour créer des dashboards dans Grafana, c'est une config map dans Kubernetes qui peut être déployée dans les mcharts. Donc dans votre mchart aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir
votre déploiement applicatif, vos alertes Prometheus et vos dashboards Grafana. Donc ça a été le changement qu'on a fait début d'année. On a aussi commencé à s'intéresser à la partie FinOps. Alors, en utilisant KubeCost. Donc KubeCost, c'est l'outil qui va vous permettre d'extraire des données de consommation des pods et de les traduire en coûts. Donc par exemple, vous allez pouvoir voir que un coût d'un pod, ça va être 3 $ par jour. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On voyait que le coût de notre cluster Kubernetes, c'était une black box. On avait des tags Amazon et Azure pour savoir le coût de l'infrastructure. Mais nous, on voulait aller dans le cluster pour comprendre combien nous coûtait chaque application. Et donc là, la promesse de KubeCost, c'est que ça nous le fait. On l'a installé en début d'année. Là, on commence à tirer de la valeur autour de ça. On doit relabelliser l'ensemble des pods dans Kube pour être sûr qu'on ait bien les bons labels pour sortir la bonne donnée. Mais en tout cas, on commence à l'utiliser. Et ça a été renommé il y a quelques mois, je crois début d'été, par c'est plus KubeCost, enfin KubeCost reste l'entreprise autour de ça, mais c'est OpenCost qui est intégré à la CNCF, il me semble. Là encore, hein, sur l'ensemble des outils, c'est des M-Chart qu'on installe au final. Et dernier outil que je vais présenter, c'est Kyverno. Donc là, on l'a installé pareil début d'année. Donc Kyverno, c'est le Kubernetes Native Policy Management. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on veut mettre des règles de management? Faut voir que Talend, c'est 400-450 développeurs. Et du coup, et avec beaucoup de services Cube dedans. Et on se rend compte qu'il faut quand même mettre des règles et que ces règles sont renforcées. Donc c'est ce que Kyverno peut nous proposer. Je vais prendre deux exemples de règles. La première, ici, c'est si on vient créer des objets qui n'ont pas de ressources request, eh bien, on a une stratégie de patch qui va nous permettre de les mettre. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est une stratégie de patch qui vient mettre des ressources. Ça évite d'avoir des objets qui se baladent dans la nature sans ressources et qu'après, ça peut avoir des effets de bord sur les autres pods Kubernetes. La deuxième, c'est une notion de validation. Je vais créer un objet, je vais créer un pod. Il faut que ce pod valide l'ensemble des règles que j'ai mis. Et notamment celle-ci, c'est si mon pod a une image, si un conteneur d'un de mes pods a une image qui a plus de 6 mois, je n'autorise pas le déploiement. Alors, ça, c'est pas réellement des règles qu'on a mis, c'est des règles que j'ai pris en exemple. On en a d'autres. Là, qu'est-ce que ça nous permet? C'est que si on a des images qui sont obsolètes, qui sont trop vieilles selon nos règles, eh ben on n'autorise pas les déploiements. Alors vous allez avoir tout un tas d'autres exemples sur le site de Kyverno. Mon conseil là-dessus, c'est d'y aller progressivement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre des règles qui vont bloquer tout. Il faut déjà avoir des règles d'audit. Kyverno vient avec une UI qui va vous permettre de voir l'état de compliancy de vos objets par rapport à ces règles-là. Et là, par exemple, là, on voudrait l'utiliser pour valider le relabeling de l'ensemble de nos pods, savoir qui est compliant ou pas avec nos règles. Donc ça c'était Kyverno. Alors, l'état d'aujourd'hui, ça, c'est les outils qu'on a installés sur notre stack Cube. Donc, pour le logging, on a la stack ELK avec Filebit et Logstash qui sont déployés sur Cube. On a du tracing avec Grafana Tempo. On gère l'accessibilité pour les devs avec Rancher. On gère nos déploiements avec M-Chart plus Lux. Le monitoring Prometheus, Thanos, Grafana. Donc, le stockage court terme, le stockage long terme et Grafana en termes de visualisation. KubeCost pour la partie FinOps. Le contrôle et les règles avec Kyverno. Et j'ai pas parlé de Keda. Keda, on a 3 moyens de scaler dans Cube. Le cluster autoscaler, qui va vous permettre de rajouter des nœuds en fonction du scheduling de vos pods. Rajouter ou supprimer des nœuds. On a l'horizontal pod autoscaler qui est basé sur des métriques CPU ou RAM, qui va vous permettre de rajouter des pods ou supprimer des pods en fonction des métriques système.
Et on a Keda qui va nous permettre de scaler en fonction de métriques custom. Par exemple, on l'utilise pour nos logstash. On utilise Kafka en frontal, mais si on a trop de lag dans Kafka, on va être capable de le détecter. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logs en attente dans Kafka, et bien on va faire scaler nos clusters logstash pour ajouter des nœuds via des métriques Prometheus. Donc c'est ça que permet de faire Keda, pour nous en tout cas. Donc là on a toute une grappe d'outils. Ces outils, on les a surtout mis pour des besoins à chaque fois. Je pense qu'aujourd'hui on répond à une bonne partie des besoins. Enfin voilà, on comble une bonne partie des besoins qu'on a. Potentiellement, il y a des outils qui vont se rajouter, mais je pense que le nombre d'outils ne va pas augmenter comme il a pu augmenter ces dernières années. C'est déjà pas mal. Il ne faut pas que ça devienne un zoo d'outils. Le but, c'est vraiment à chaque fois de répondre à un besoin. Et est-ce que ce besoin, on le répond par un nouvel outil ou par un outil existant? Et aussi, à chaque fois, à chaque outil qu'on a rajouté, on a essayé vraiment d'accompagner les équipes qui allaient l'utiliser. Je prends par exemple le monitoring. Eh ben, on fait des workshops avec les équipes produits pour s'assurer qu'ils savent bien créer des alertes Prometheus, qu'ils savent bien créer des dashboards. Enfin voilà, on n'installe pas les outils, on laisse dans la nature. On essaye vraiment d'accompagner les équipes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Est-ce que tu as géré aussi l'intégration avec les stacks natifs, avec les produits natifs, genre AWS, la console, l'IAM, des choses comme ça? Alors, on a la seule partie où on a ça, c'est quand on doit avoir des rôles Amazon ou Azure qui doivent être créés, enfin qui sont utilisés par des pods. Donc ça, on le fait, ouais. D'accord, mais sinon après vous êtes indépendant. On est indépendant, ouais. Ouais. Il y a vraiment que les pods ont des rôles IAM. Il y a juste là qu'on le fait. Ça, plus les PVC, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir après. Il n'y a pas de souci. Merci.